Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres de l'actualité de la semaine dans la MRC de Portneuf et une partie de la Jacques-Cartier. À Lac-Sergent, un projet de panneaux solaires en partenariat avec Hydro-Québec attire l'attention. Un projet qui pourrait transformer le paysage énergétique local. Pour en parler, nous nous sommes entretenus avec le maire de Lac-Sergent, Yves Bédard. Vous allez l'entendre. Un nouveau réseau social québécois veut se démarquer avec moins d'algorithmes et plus de contrôle. J'en ai discuté avec Philippe Larose-Cadieux, président directeur général de Club, pour découvrir la plateforme et ses nouveautés comme Club Vidéo et Club École. La 11e édition de la Route des Arts et Saveurs de Portneuf se tiendra les 19 et 20 septembre 2026, mettant en vedette des artistes, artisans et producteurs locaux. Rencontrée à la ferme Toudou, la présidente Caroline Vézina souligne une formule renouvelée, incluant la fromagerie en escapade, pour valoriser le terroir de Portneuf. C'est à suivre dans le téléjournal. On commence ce téléjournal par les fraudes téléphoniques et financières qui sont en hausse dans la région. Les fraudeurs sont de plus en plus convaincants. Pour en parler, nous avons reçu la sergente Jessica Ouellette. Avec elle, on a vu comment ces arnaques fonctionnent et surtout comment les éviter. Écoutons cet extrait de l'entrevue. Bien, en fait, vous avez raison. On a de plus en plus de fraudes. On a une augmentation de 15 au niveau du Québec. Puis la MRC de Portneuf n'est pas épargnée, effectivement. Dans le fond, c'est quoi? Pourquoi qu'on a plus de fraude? Bien, les fraudeurs s'améliorent, en fait, deviennent meilleurs qu'avant. Et puis, le fraude ont l'air de plus en plus véridique. Fait que c'est pour ça qu'il y a une augmentation. Puis, tu sais, au Québec, comme au Canada, il y a des augmentations. Fait que... D'accord. Et il se trouve que les fraudeurs utilisent plusieurs astuces vraiment pour arnaquer leurs victimes. Ils se font passer, par exemple, pour des conseillers financiers, voilà, des faux conseillers, des faux policiers et également des faux membres de la famille. Donc tout ça, selon vous, quels sont les types de fraudes les plus utilisés par les fraudeurs? Bien, en fait, ce qu'on a vu beaucoup dans les derniers mois ici dans Portneuf, c'est la fraude du faux conseiller. En fait, c'est quelqu'un qui se fait passer pour un employé d'une institution financière qui appelle puis qui dit qu'il y a une fraude reliée à leur carte, que ce soit carte de crédit, carte de guichet. Puis là, ils demandent aux victimes de remettre le carte de guichet dans une enveloppe, puis ensuite viennent récupérer la carte. Quand ils font cette action-là, bien là, ils mettent toujours ça comme si c'était urgent puis c'était grave. Fait qu'ils font monter un sentiment de stress au niveau de la victime. Puis ils lui disent de ne pas en parler, que présentement, il y a des activités sur le carte de crédit. Ils récupèrent les cartes, puis ensuite vont récupérer l'argent au guichet. On a vu beaucoup cette sorte de fraude-là dans les derniers mois. Puis heureusement, les employés des institutions financières sont très à l'affût, puis on a réussi à faire beaucoup d'arrestations, plus d'une arrestation, où ce que les suspects avaient plusieurs montants de dollars dans leur poche, là. Fait que on a eu cette arnaque-là beaucoup. On a également l'arnaque du petit-fils qu'on appelle. Ça, bien, c'est le fraudeur qui va contacter la victime, va se faire passer en fait pour un membre de la famille, va faire susciter encore une fois une situation urgente, va faire monter le stress de la victime, va lui demander de ne pas en parler. Puis après ça, va demander un montant d'argent, par exemple, va dire qu'il y a eu un accident ou a été arrêté par la police. Puis là, bien, la victime va remettre un montant d'argent au fraudeur. La Sûreté du Québec parle aussi de l'arnaque du grand-parent. Voilà, ils utilisent aussi, ils jouent sur l'émotion. Voilà, les fraudeurs jouent sur l'émotion en utilisant le grand-parent en fait pour soutirer de l'argent. Comment les potentielles victimes peuvent vraiment peuvent ne pas tomber en fait dans ce piège? En fait, là, ce qui est important, là, c'est de prendre du temps de recul puis réfléchir
raccrochez puis appelez un proche, appelez un membre de votre famille. C'est ça qui est important parce que souvent, le fraudeur va leur dire, va faire passer pour le petit-fils, même un membre de la famille, petite fille, va dire « parle-en pas, grand-maman, parle-en pas, faut pas que tu en parles ». Bien, elle a l'erreur. Puis tu sais, comme être humain, c'est normal qu'on vienne, qu'on soit stressé puis qu'on veuille aider un membre de notre famille. Fait que c'est pour ça que les gens se font prendre là, dans cette arnaque-là. Là, vous préparez une table des aînés, voilà, qui aura lieu prochainement. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien, en fait, je fais partie de la table des aînés de Portneuf. Puis on fait des outils, on se rencontre, puis on se concerte par rapport à des actions qu'on pourrait faire dans la communauté, en fait. Puis là, tu sais, on se le cachera pas. L'un de nos projets, l'un de nos sujets principaux, c'est la fraude présentement. Fait que dans les prochains mois, là, on devrait faire 3 activités, en fait. On a ciblé Neuville, Saint-Léonard, Saint-Casimir. Une rencontre avec des membres de la table également. Moi, je vais être présente. Je vais faire, en fait, une présentation sur l'hameçonnage et l'IA. Fait qu'on vous invite en grand nombre à venir. Il va y avoir un petit goûter. Puis il va y avoir les membres de la table aussi, des gens avec qui vous allez pouvoir discuter, des membres des institutions financières. Les dates ne sont pas encore arrêtées, mais on va le médiatiser, là, puis vous informer quand ça sera le temps. Puis on a également fait un petit outil, en fait, que j'ai amené aujourd'hui. On ne l'a pas encore distribué partout. Soyez vigilants, restez informés. Dans le fond, ça explique un peu là, les fraudes là, qui existent présentement là, un peu partout au Québec, au Canada. Ça donne des petits conseils de prévention aussi, c'est super intéressant. Puis il y a des petites statistiques qui peuvent vous expliquer un peu là, quels sont les types de fraudes que l'on voit le plus, puis comment faire pour pas tomber dans le piège, en fait. Pour que le jeu reste un jeu, vaut mieux savoir comment bien jouer. Savoir s'amuser en fixant ses limites de temps et d'argent. Des fois, il faut prendre une pause. Il faut savoir qu'on n'a pas le contrôle sur le résultat et que rien n'est joué d'avance. On se croise les doigts? Il faut savoir qu'on peut gagner ou perdre. Parce que c'est juste du hasard. L'Auto-Québec s'assure d'informer, d'encadrer et d'accompagner les joueurs avec son programme Bien joué. Dans Portneuf, la relève entrepreneuriale est à l'honneur. La MRC a célébré la 21e édition du défi Ose entreprendre, le jeudi 26 mars à Donnacona. Un concours qui met en lumière des projets d'affaires, de l'école primaire jusqu'aux entrepreneurs en démarrage. On en a parlé avec Jeanne Martineau, responsable du défi Ose entreprendre. Elle nous a présenté les grandes lignes du gala et les profils qui se démarquent cette année. On a plusieurs catégories. Si on pense aux entreprises, on a une catégorie innovation technologique, on a une catégorie exploitation, transformation, services aux individus. C'est vraiment tout type d'entreprise a une place dans le concours aux entreprendre. Même chose au niveau préscolaire. Au niveau scolaire, excusez-moi, on a des catégories du préscolaire jusqu'au 2e cycle du secondaire. Bien, on a reçu au total 15 candidatures, puis il y en a 6 qui vont remporter des prix demain soir là, dans chacune des catégories. Au niveau scolaire, ils ont eu, je crois, près de 42 dossiers, puis il y en a 8 qui se sont démarqués, qui vont remporter des prix dans leur catégorie. Bien, nos lauréats locaux s'en vont au niveau régional, qui inclut le secteur de la capitale nationale. Ils ont une chance, là, ils vont devoir présenter leur projet sous forme de pitch de vente auprès du comité jury du volet régional. Les lauréats du niveau régional s'en vont au niveau provincial. Puis, je tiens à dire qu'au niveau scolaire, depuis les dernières années, on a toujours un projet scolaire qui remporte le niveau national. C'est une fierté pour Portneuf de développer l'entrepreneuriat dès le jeune âge. Un nouveau réseau social québécois veut se faire une place avec une promesse différente. Moins d'algorithmes, plus de contrôle et un environnement plus sécuritaire, notamment pour les jeunes. Pour en parler, j'ai reçu en ligne Philippe Larose-Cadieux, président-directeur général de Club. Avec lui, on a découvert cette plateforme d'ici et ses nouvelles initiatives comme Club Vidéo et Club École. Regardons.
Alors, Monsieur Kadier, qu'est-ce qui vous a motivé à lancer Club, le réseau social québécois? Mais le club, en fait, a été lancé en février dernier, suite aux tarifs américains qui ont été annoncés par Donald Trump. Donc, les Québécois cherchaient à remplacer leur ketchup, donc voulaient un ketchup québécois. Et nous, dans le fond, on voulait leur proposer aussi d'avoir un réseau social québécois. Alors, récemment, vous avez lancé aussi Club Vidéo. C'est quoi Club Vidéo? Expliquez-nous, s'il vous plaît. Donc, dans le fond, nous, avec Club, notre mission, c'est évidemment de proposer des solutions souveraines. Donc, par exemple, Club est un réseau social avec les données qui sont hébergées ici au Québec. Et Club Vidéo vient offrir une solution alternative à YouTube. Donc, on permet à nos utilisateurs d'avoir accès directement à des vidéos qui sont hébergées ici au Québec et à des organisations et des entreprises de pouvoir partager des vidéos longue durée. Et tout ça est compatible, dans le fond, Club social, le réseau social et Club vidéo sont compatibles ensemble. Donc, on veut créer vraiment un écosystème pour proposer des outils qui permet tranquillement de remplacer l'ensemble des solutions qui viennent des géants américains. D'accord. En plus de Club Vidéo, vous avez lancé récemment Club École, qui est dédié aux écoles secondaires québécoises. Alors, pourquoi vous avez vraiment décidé de lancer Club École dans ce contexte des réseaux sociaux? Nous, on met beaucoup l'emphase avec Club sur le fait, par exemple, qu'il n'y a pas d'algorithme dans notre plateforme. Donc, on a vu en ce moment avec ce qui se passe aux États-Unis avec les différentes cours au niveau des géants numériques qui se font poursuivre là, pour justement là, le côté addictif, dans le fond, de ces algorithmes-là. Donc, nous, n'ayant pas d'algorithme dans la plateforme, on propose un type de réseau social qui est plus sain. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de publicité non plus, on ne fait pas de collecte abusive de données par rapport aux utilisateurs. Donc, on a Club, qui est un réseau social qui fonctionne pour les citoyens, et on a la capacité technologique de venir adapter notre solution pour créer des réseaux fermés pour les écoles. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de bruit autour du fait que les réseaux sociaux devraient être interdits au moins que 16 ans, par exemple. En Australie, il y a des exemples de lois qui sont passées. Nous, ce qu'on propose, c'est de dire, au lieu d'interdire et de punir les jeunes, il faut les outiller pour qu'ils puissent apprendre à utiliser ces réseaux sociaux-là. Donc, nous, on a les capacités technologiques pour que les écoles puissent le faire. Donc, on fait un appel là, aux écoles pour pouvoir travailler avec eux pour déployer ce type d'initiative-là pour eux. Alors, en quoi Club École se distingue des autres plateformes comme Instagram, TikTok, etc. C'est quoi la différence? La plus grande différence, c'est que Club École, en fond, crée des réseaux qui sont fermés. Donc, c'est seulement pour le membre personnel de l'établissement scolaire, les professeurs et les élèves des écoles. Donc, il n'y a pas de possibilité de quelqu'un de l'externe de pouvoir aller s'insérer dans les conversations ou de créer du contenu. Donc, nous, on veut permettre d'avoir un environnement qui est sécuritaire, justement, pour que les élèves puissent apprendre à utiliser les réseaux sans se soucier de savoir est-ce qu'il y a du contenu malveillant qui peut être promu ou est-ce qu'il y a des utilisateurs malveillants qui voudraient initier des conversations, par exemple, avec les élèves. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Dans Portneuf, le secteur agroalimentaire se mobilise pour renforcer sa visibilité et soutenir ses producteurs.
la table de concertation agroalimentaire a tenu mercredi 25 mars son assemblée générale annuelle. L'occasion de faire le bilan d'une année marquée par plusieurs projets structurants et de présenter ses priorités pour 2026. On a fait le point avec sa présidente, Anne-Sophie Paquette. Écoutons-la. Tout d'abord, on a eu une très belle présence. Je suis bien contente. La salle était pleine. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que les acteurs du milieu se sont déplacés, qui étaient contents d'être là, voir ce qu'on a fait au courant de l'année pour la table. Grande année pour la table. Je dirais qu'on a eu beaucoup de dossiers en 2025. On a collaboré pour la mise en place du PD Table. On a finalement réussi à enregistrer la marque de commerce de Portneuf Culture de Saveur, qui est quand même un dossier que l'on chapeautait depuis plusieurs années. Également, la virée enracinée qui a encore eu lieu. On a également toutes sortes d'initiatives pour la mise en marché, que ce soit sur promotion sur les réseaux sociaux. Mise en place aussi d'une planification stratégique et d'un plan de communication qui vont vraiment... On l'a débuté en 2025, mais on le termine en 2026. Bien, en fait, on a deux types de membership. Donc, on a les fiers propriétaires, qui sont vraiment des producteurs ou des agrotransformateurs, et on a des fiers partenaires, qui sont des entreprises, comme par exemple, ça pourrait être une boucherie, ça pourrait être une petite boutique qui a des produits Portneuf Culture de Saveur. Donc, au total, avec ces deux catégories, on est à un petit peu plus d'une 60aine de membres. On est à 50, un petit peu plus que 50 fiers propriétaires qu'on appelle, et à environ une dizaine de fiers partenaires. C'est quoi le budget pour 2026? Mon Dieu, le budget, mais en fait, c'est une question à plusieurs volets, je dirais, étant donné qu'on a des fonds qui ne sont pas nécessairement dans le compte de la table, étant donné qu'il y a du financement par la MRC de Portneuf, par d'autres organismes. En général, on a un budget d'environ, pour la table, un budget d'environ 20 000 $. Alors, c'est quoi les prochaines étapes? En fait, les prochains projets? Prochain projet, bien, en fait, notre planification stratégique et notre plan de communication va être vraiment un gros morceau de l'année 2026. D'ailleurs, on va avoir une consultation des membres pour voir qu'est-ce qu'ils veulent justement dans les prochaines années de Portneuf Culture de Saveur. Donc, ça va avoir lieu le 20 avril à 13h à Deschambault-Presbytère. Donc, ça, c'est quand même un événement qui vient bientôt. Promotion estivale, c'est toujours une période importante. En agriculture, on a beaucoup de produits à vendre. Donc, c'est sûr qu'on va mettre de l'avant, justement, nos maraîchers, l'autocueillette, des choses comme ça. Donc, promotion estivale, ça s'en vient. La virée enracinée également pour inciter les gens à découvrir les restaurants de la région qui utilisent les produits portnevois. Donc, c'est des projets qui vont être mis de l'avant prochainement. Mais en fait, la table de concertation agroalimentaire, c'est vraiment l'organisme qui est mandaté de chapeauter Portneuf Culture de Saveur. La table est plus large que simplement Portneuf Culture de Saveur, qui est vraiment... Portneuf Culture de Saveur, c'est basé vraiment sur des producteurs qui font de la vente directe. Ils doivent nécessairement faire de la vente directe dans la MRC. Donc ça, c'est vraiment une partie de nos membres, mais la table est également consultée pour toutes sortes d'enjeux qui ne sont pas nécessairement par rapport à la vente directe. Ça peut être par rapport à la relève agricole, la protection des terres agricoles. Ça peut être très large. Donc, c'est vraiment des dossiers par rapport à l'agroalimentaire. On va aussi aller donner des orientations par rapport à des dossiers quand la MRC nous le demande, par rapport à l'UPA de Portneuf. Donc, il y a deux chapeaux là-dedans. Mais en fait, on a enregistré la marque de commerce Portneuf Culture de Saveur pour la protéger, justement. On voulait que Portneuf Culture de Saveur nous appartienne, qu'on puisse gérer son utilisation et que, justement, quelqu'un ne puisse pas se mettre à l'utiliser sans notre approbation. Évidemment, c'est un dossier qu'on travaille depuis plusieurs années. On voit un futur aussi avec... cette marque-là, on veut qu'elle grandisse, on veut qu'elle soit un peu encore plus connue des gens. Le but, c'est de faire connaître ce logo-là, faire connaître Portneuf Culture de Saveur. Donc, clairement, la popularité aussi amène parfois, je dirais, des gens qui veulent utiliser cette notoriété-là. Donc, en la protégeant, on s'assure d'avoir un contrôle puis un levier là, dans le futur. Un événement phare de la saison touristique est déjà en préparation chez nous. La route des arts et saveurs de Portneuf revient pour une 11e édition les 19 et 20 septembre prochains, avec une formule renouvelée pour mettre encore davantage en valeur les artisans, artistes et producteurs de la région. Nous nous sommes rendus à la ferme Toudou pour faire le point avec la présidente du conseil d'administration, Caroline Vézina. L'occasion pour elle de nous parler aussi de la fromagerie en escapade. Regardons ça ensemble.
Alors, la Route des Arts et Saveurs, là, c'est une cinquantaine d'entreprises qui font visiter leurs installations au public. Donc, les gens se promènent en voiture, puis ils rencontrent les artistes, les artisans, les artisanes, les agroalimentaires, donc de la région de Portneuf. C'est vraiment un événement dans Portneuf. Les familles se déplacent pour rencontrer tout le monde, là, rencontrer les artisans, les artisanes. Ça permet de faire connaître le territoire, puis ça permet aussi de découvrir des belles entreprises. Parce que pour vrai, Portneuf, c'est une belle région avec des belles entreprises. On a toute une belle communauté ensemble. On travaille tout le monde ensemble. Vous avez vu dans la boutique, là, moi, quand je peux le faire, je fais des partenariats avec les autres entreprises de Portneuf. Quand j'organise un événement, j'essaie de faire affaire avec les gens de Portneuf. Question de cimenter là, le lien qui nous unit tout le monde ensemble. Et puis, dans le fond, c'est ça, cette année-là, c'est en septembre. Là. Pour l'inscription, comment ça se passe? Ah oui. Pour s'inscrire à la Route des Arts, là, on peut aller directement sur le site web de Route des Arts et Saveurs de Portneuf. C'est un formulaire en ligne là, qu'on remplit. On paye une inscription là, annuelle, mais ça donne de la visibilité toute l'année parce qu'on fait un dépliant sous forme de carte qui décrit qui décrit le territoire de Portneuf. Alors, tu sais, toute l'année, là, ce dépliant-là, il circule, puis moi, j'en ai dans ma boutique à l'année. Même chose pour tous les membres de Arts et Saveurs. Alors, on s'inscrit, et puis ça nous permet de se faire voir, de se faire connaître, de faire découvrir des techniques d'artisanat qui sont bien spéciales, puis c'est ça. Vous attendez à recevoir combien de personnes? En tout, juste ici à la ferme, là, on a reçu presque 1000 personnes là, l'année dernière. Donc, c'est sûr qu'ici, bon, c'est une ferme avec des alpagas, fait que c'est sûr que les gens sont très attirés par ça. Mais, tu sais, en général, j'ai pas le chiffre, là, je me souviens pas du chiffre là, dans toute la région, mais c'est quand même beaucoup. Là, on est dans les 5 chiffres là, de visiteurs qui se sont promenés dans les différentes entreprises. Et puis ce qui est bien cette année, c'est qu'on a une nouvelle image de marque. On a fait évoluer notre logo avec nos couleurs et tout ça. Alors, c'est vraiment une belle évolution de notre image. On a fêté nos 10 ans l'année dernière. Donc, cette année, ça fait 11 ans là, qu'on fait la route. La 11e édition cette année. La 11e édition en 2026, effectivement. Alors, là, bientôt, là, on va pouvoir dévoiler la nouvelle image avec les nouvelles couleurs, mais c'est vraiment cool. Hein? Ça va être quand le dévoilement du nouveau logo? Je crois que ça va être quelque part en juin, là, en même temps que le dépliant ou quelque chose comme ça. Faudrait vérifier, là, mais dans ces coins-là. Là. La fromagerie des Grondines organise un circuit en autobus. Donc, les gens peuvent s'inscrire pour une journée complète, un des 4 circuits qu'il va y avoir cette année. Et puis, dans le fond, il y a une visite de la fromagerie des Grondines et les gens partent après ça en autobus avec la super Nadine qui va expliquer les différentes entreprises du circuit. Puis la ferme ici, on fait partie d'un des circuits. Alors, on accueille ici, c'est une douzaine de personnes par semaine qui passent dans ces voyages-là d'une journée. Alors, il y a 5 ou 6 entreprises à visiter par circuit. Toutes des entreprises de Portneuf. Donc, ça aussi, la fromagerie en escapade, c'est une belle manière de découvrir le territoire de Portneuf, de découvrir les belles entreprises. La chorale Chantermonie est de retour sur scène les 2 et 3 mai prochains au centre multifonctionnel Roland Dion de Saint-Raymond. Un rendez-vous musical attendu où une soixantaine de choristes vont partager leur passion du chant avec le public après plusieurs mois de préparation. Pour en parler, on a échangé avec la chef de chœur Hélène Sauvageau pour en savoir plus. Écoutons-la. Bonjour. Bonjour. Madame Hélène Sauvageau, voilà, vous êtes chef de chœur oui. Et là, vous êtes en préparation pour un événement qui aura lieu les 2 et 3 mai
prochain au centre multiculturel Roland Dion. Et cet événement n'est rien d'autre que la chorale Chante-Harmonie. Oui, Voilà. on fait le concert au complet en 2 parties. C'est un peu une façon pour nous autres de présenter notre passion. On travaille à chaque semaine depuis le mois de septembre à monter un répertoire. C'est d'abord pour le plaisir, c'est vraiment la passion de chanter. Et on arrive toujours vers le mois de mai à présenter notre passion, là, partager avec ceux qui nous entourent. Ils nous entendent pratiquer à la maison, alors ils sont curieux de voir ce que ça donne. Et c'est une façon de redonner à la communauté aussi, puis d'avoir des activités culturelles intéressantes pour les gens. D'accord. Alors, comme je l'ai dit à l'entame, la chorale Chante-Harmonie aura lieu le samedi 2 mai et le dimanche 3 mai prochain. Voilà, au centre multifonctionnel Oui. Roland Dion. Bon, quels sont les horaires précis? Samedi, je pense... Samedi, c'est en soirée à 7h30. Oui, à 19h30. Oui, à 19h30, oui. Oui. À 19h, les portes vont ouvrir. Ok. Puis le dimanche après-midi, c'est à 14h. Ouais, dimanche, Donc, c'est à les 14h. portes ouvrent habituellement une demi-heure avant. D'accord. Et comment se procurer un billet? Pour les billets, c'est soit on peut les acheter à la pharmacie Uniprix, Ok. comme tous les concerts ou les spectacles qu'il y a, ou on peut les acheter aussi par Internet sur la ville de Saint-Raymond, sur le site de la ville de Saint-Raymond. Les activités culturelles, on est facile d'accès. Il reste des billets. C'est sûr que le dimanche après-midi, souvent, ça part plus vite que le samedi soir. Il y a beaucoup de personnes âgées qui préfèrent venir dans l'après-midi. Alors, le dimanche après-midi, ça part vite, les billets. Ok. Mais ça va bien. D'accord, ça coûte combien? 10 $, c'est vraiment un prix modique. C'est la ville qui présente ça, qui décide, etc. C'est leur partie à eux autres. Nous autres, on s'occupe de chanter, c'est tout. Mais pour le reste, toute la question technique, là, etc., c'est la ville qui nous supporte. Et ils fixent ça à 10 $. Ça permet d'être une activité qui est facile d'accès pour tout le monde. On ne se privera pas d'aller à un concert pour 10 $, alors que des fois, si c'est trop dispendieux, nous autres, ce qu'on veut, c'est partager le plus possible avec les gens. D'accord. Donc, les billets sont déjà en vente. Ils sont déjà en vente depuis le mois de mars. À Lac-Sergent, un projet de panneaux solaires en collaboration avec Hydro-Québec suscite de plus en plus d'intérêt. Un projet qui pourrait avoir des impacts importants pour la municipalité, tant sur le plan environnemental qu'économique. Le maire de Lac-Sergent, Yves Bédard, était hier dans notre studio pour nous donner les détails. Aujourd'hui, nous allons parler de votre projet de panneaux solaires pour la ville, pour la municipalité de Lac-Sergent en collaboration avec Hydro-Québec. Comment cette idée vous est arrivée, monsieur le maire? Disons que c'est un peu arrivé là, à la brûle pour point. Là. Ce qui est arrivé, c'est qu'Hydro-Québec, on a vu les annonces qui ont passé l'automne dernier, qu'Hydro-Québec était en soumission pour des parcs solaires pour la production de 300 MW d'électricité pour l'ensemble de la province. Fait que quand on a vu le projet passer, on s'est posé des questions à savoir... Parce que nous autres, ce qu'on recherche, surtout au lac, on a une problématique, c'est l'ancienne orphelinat ou l'ancienne base de plein air qui est désaffectée puis qui est en dépérissement avancé. Quand on a vu la possibilité, on s'est informé de savoir est-ce que le terrain pourrait se qualifier, est-ce que c'est un site qui pourrait être intéressant pour un parc solaire. Quand on a eu les indications de qu'est-ce qui était recherché, bien, le terrain de l'orphelinat pouvait convenir à répondre aux critères d'Hydro-Québec. Fait qu'on s'est informé un peu de qu'est-ce qu'on pouvait faire, quelle sorte de démarche peut être entreprise. Puis on a communiqué avec la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, qui ont un groupe spécialisé en énergie renouvelable, qui nous ont dit un peu à quoi s'attendre, qu'est-ce que c'était, puis qui nous ont accompagnés dans une démarche pour dire, OK, on va soumettre le projet. Puis s'il y a un partenaire privé qui est intéressé, bien, on va vous recontacter. Finalement, ils nous ont recontacté 2 jours après. Il y avait un partenaire privé qui était intéressé à regarder le développement d'un parc solaire sur le terrain de l'orphelinat. D'accord. Du coup, à quelle étape se situe actuellement le projet? Présentement, le projet a été déposé. L'appel d'offres finissait le 31 mars. Fait qu'on a travaillé avec la FQM, les partenaires privés et aussi les partenaires communautaires pour déposer notre document d'appel d'offres et le projet à Hydro-Québec le 31 mars. On est en attente
des résultats de l'analyse qu'ils vont faire des soumissions. Ils ont reçu, eux autres, un paquet de soumissions de projets pour l'ensemble de la province. Fait qu'on ne sait pas encore lesquels vont être retenus, s'il va passer les étapes de sélection. Fait Hydro-Québec a 1 an, se sont donné 1 an pour répondre aux documents d'appel d'offres qui ont été déposés. D'accord. Quel est l'intérêt pour la ville de Lac-Sergent de développer un projet comme ça, un projet de panneaux solaires? Quel est l'intérêt pour la municipalité? Je vous dirais, le premier attrait qu'on a eu au niveau du conseil de ville, c'est un volet environnemental. Parce qu'on est pris avec un terrain qui est assez grand, là, de l'orphelinat, qui est pas loin d'une 12aine d'acres de terrain, avec un bâtiment qui est délabré. Puis, tous les projets qui nous ont été présentés de promoteurs au cours des dernières années entraînaient, à cause des coûts de démolition et des coûts d'achat du terrain, entraînaient la construction de 60, 70, même jusqu'à 100 logements pour rentabiliser l'utilisation. Puis, construire 100 logements, sans réseau d'égout en bordure d'un lac, ça n'aide pas la survie d'un lac. Fait que ce qu'on voulait, nous autres, c'est surtout protéger l'environnement du lac puis éviter le développement domiciliaire sur un terrain qui pouvait potentiellement servir à du développement plus tard. Avec le parc solaire, ce qu'on fait, c'est qu'on vient se trouver peut-être une solution financière pour financer l'achat, la démolition, mais aussi garantir qu'on vient restreindre la construction en bordure du lac. À long terme, ce qu'on veut, c'est préserver le lac. C'était une belle opportunité pour nous autres de le faire, là, d'une pierre deux coups. Avoir les revenus pour nous permettre de prendre possession et d'éviter la construction. D'accord. Quel est le coût total de ce projet et quelle part la municipalité doit-elle assumer? Je ne peux pas vous donner tout le détail de l'ensemble des coûts, mais en gros, là, un parc solaire ce qu'on a, c'est un parc solaire d'environ 10 MW DC, qui représente à peu près 8 MW AC, qui est en place. Ça représente un coût d'à peu près là, une vingtaine de millions de dollars pour l'ensemble du projet, qui est partagé, puis c'est pas un projet d'Hydro-Québec, c'est un projet privé. La Ville se trouve être partenaire communautaire du privé. Fait que c'est un partenariat privé-public de 50-50. La Ville n'est pas entièrement responsable du 50 là, parce qu'il y en a une partie là-dedans, on a les communautés autochtones qui sont aussi membres du projet avec nous. Fait que la nation Wendat a montré son intérêt et participe au projet avec nous. D'accord. Est-ce que les citoyens pourraient vraiment voir leur compte de taxes impacté par ce projet? Moi, je vous dirais pas que c'est un compte de taxes qui va... Le compte de taxes, il n'y a pas d'impact financier négatif pour la Ville. Par contre, c'est des retombées financières à moyen et court terme pour la Ville. Ce que ça va permettre, c'est peut-être d'éviter qu'ils remontent plus haut. Fait que ça vient nous donner des moyens additionnels financiers qui vont nous permettre de maintenir la Ville. Il faut penser qu'on est une ville juste de 650 habitants avec 430 maisons. Fait que on a des moyens financiers qui sont limités. J'ai pas de parc industriel, j'ai pas d'industrie, j'ai pas de commerce, c'est juste du résidentiel. Fait que c'est sûr qu'un projet comme ça vient nous aider financièrement à maintenir la communauté pour plusieurs années. Les élus municipaux de Portneuf ont été conviés à un 5 à 7 organisé par le député de la circonscription, Vincent Caron. L'événement s'est tenu au golfe du Grand Portneuf à Pont-Rouge et a réuni maires, conseillers et direction générale pour un moment d'échange sur les enjeux de la région. C'est un reportage de Luc Robitaille. Vincent Caron, député de Portneuf, conviait les élus du comté à son 5 à 7 la semaine dernière. L'occasion de rassembler les gens, d'échanger, de partager, d'unir les forces de chacun dans le but toujours d'améliorer l'avenir. L'équipe, on se rendait compte que bien souvent, on rencontre les maires pour discuter de toutes sortes d'enjeux, mais on ne prend pas la peine de rencontrer aussi des gens qui sont tout aussi essentiels, qui composent les conseils de ville, et c'est vous, les conseillères et conseillers. Donc vraiment, merci d'être là ce soir, et puis surtout, merci de contribuer toute l'année à faire vivre à la fois vos belles municipalités, mais notre beau territoire aussi. Alors, je sais que vous travaillez vraiment avec ardeur pour défendre, comme je le disais, votre coin de pays, mais aussi vous contribuez à faire l'essor de Portneuf. Le but de ce petit 5 à 7 ce soir, c'est finalement
encore une fois très convivial de se rassembler, d'échanger, de parler des bons coups, parce que bien souvent vous en faites, de parler des mauvais coups, parce que parfois on en fait aussi, et justement pour éviter que certaines erreurs ne puissent se dupliquer. Donc l'idée c'est d'être ensemble, de partager. J'aurais tendance à dire que c'est dans ces moments-là qu'on construit les choses, puis des fois je rencontre des élus qui me disent, je pèse mes mots, c'est sûr que chacun dans votre municipalité, vous regardez un petit peu comment ça se passe dans la municipalité voisine, bien entendu, et puis il arrive des moments où il y a des municipalités qui obtiennent une grosse subvention ou de grosses subventions. Moi je voulais vous dire ce soir là, que s'il n'y a pas de dossier de déposé, ben forcément il n'y a jamais de subvention. Donc il faut essayer de saisir les occasions. Je sais que c'est jamais non plus... c'est pas toujours faramineux, hein, il y a une contribution forcément des villes qui est incluse là-dedans, mais vraiment il faut fouiller pour essayer de trouver, fouiller avec vos directeurs et directrices généraux, fouiller pour s'assurer que vous puissiez frapper à la bonne porte pour obtenir les bonnes subventions. La semaine dernière, on était avec Geneviève à Donnacona, et puis c'est pas que je veuille, vous savez, quand j'ai été élu, j'ai toujours rappelé qu'il y a 18 municipalités dans Portneuf, et puis je veux me comporter de manière très légitime avec chacune d'entre elles, mais aussi très équitable avec chacune d'entre elles. Donc c'est pas parce que je veux citer particulièrement Donnacona, mais la ministre le disait elle-même, hein, dans le programme Primo, je pense que Donnacona a eu environ 35 millions de dollars depuis 3 ou 4 ans, puis ça démontre justement cette volonté d'aller fouiller les programmes qui existent, mais aussi cette aptitude à bien monter les dossiers. Donc vraiment, je pense qu'on a tous et toutes à s'encourager les uns les autres dans Portneuf, justement pour faire ce que j'appelais il y a quelques minutes, s'échanger les bons coups, pour s'assurer que le maximum d'argent puisse retomber dans vos municipalités. Mais petit à petit, il va falloir se préparer à ce regard qui sera plus insistant encore sur la région de Portneuf. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on présente quelque chose de significatif et quelque chose qui va pouvoir apporter quelque chose à ce voisin dont on parle, mais je pense qu'on a tout intérêt à demeurer notre beau Portneuf plutôt que d'essayer de s'associer avec une grande ville comme celle de Québec. Vraiment, en demeurant unis, eh bien, on demeure avec une capacité de frappe qui est meilleure. L'avenir de Portneuf est prospère, selon moi. Oui, il y a un élément qu'il faut souligner, qui est très, très important. C'est avec notre ancien préfet, Bernard, on a réussi à créer une fusion, une complicité entre nos différentes villes et le fameux esprit de clocher, je me rappelle, qui existait, si on recule une quinzaine d'années, où ce que chaque municipalité tirait sur son bord de couvercle. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle n'existe plus. On parle plus de consultation, de communication, puis d'entraide envers nos différentes municipalités pour réaliser ce que Portneuf est en réalité. Luc Robitaille, CJS1, Pont-Rouge. Ainsi se termine ce téléjournal hebdo. Maintenant, place à la météo, suivie de votre émission Interrogé. Merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine.